Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Perrine Simon-Naoum, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'antisémitisme et des liens entre la démocratie et les minorités. Et puis surtout, parce qu'elle vient de publier cet ouvrage, La nouvelle causalité diabolique, aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Perrine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors dans ce livre, vous interrogez la démocratie à l'épreuve de l'antisémitisme, vous parlez de nouvelle causalité diabolique. Alors juste pour qu'on situe un peu le débat, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu brièvement, mais en tout cas pour vraiment situer le débat, qu'est-ce que c'est que la causalité diabolique ? Alors la causalité diabolique, c'est un terme, une expression que j'emprunte au grand historien Léon Poliakov, qui fut le grand historien de l'antisémitisme, un peu oublié maintenant, mais dont la pensée revient finalement à la mode. La causalité diabolique, c'est ce qu'on appelle en rhétorique une synecdoque, c'est-à-dire pour moi une manière de ramasser dans un terme qui le caractérise la pensée de Poliakov. Quelle est cette pensée ? Elle s'inspire d'une remarque d'Alfred Einstein lors d'un déjeuner amical en 1927 avec un de ses amis, Harry Kessler, où Einstein dit finalement les démons sont partout et on peut se demander, et il le dit, je dirais, moitié en s'en amusant, moitié de façon très sérieuse, on peut se demander, dit-il, si nos propres théories de la causalité ne viennent pas des démons. En réalité, qu'est-ce que nous dit Poliakov ? Poliakov a travaillé donc sur l'antisémitisme et il a travaillé sur l'antisémitisme, je dirais, sur l'ensemble de la période historique, depuis l'Antiquité jusqu'aux années 1940-1945. La causalité diabolique porte précisément sur cette période. Et ce qu'il montre, c'est la manière dont l'antijudaïsme puis l'antisémitisme traverse les siècles pour désigner la relation aux Juifs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette causalité diabolique ? C'est finalement la représentation du Juif sous la figure du diable. Ce qui est quelque chose qui ne date pas réellement de l'Antiquité, mais les historiens, Jan Assmann, Amos Funkenstein, montrent que sous l'Antiquité, le juif a été présenté comme celui qui n'avait pas les coutumes des autres. Ça rapporte évidemment à la Bible, à Abraham qui détruit les idoles, mais ça nous renvoie aussi à la sortie d'Égypte et au fait que le peuple juif a décidé à un moment d'inverser les mœurs des Égyptiens, c'est-à-dire de considérer qu'ils pouvaient consommer la viande que les Égyptiens considéraient comme sacrée et au contraire inverser donc le rituel. Ça renvoie surtout au fait que les Juifs sont ceux qui refusent les sacrifices humains, ce qui, comme le montre Poliakov, va entraîner une forme de rejet et de haine de la part des autres peuples de l'Antiquité. On passe un certain nombre de siècles et on arrive au IXe siècle. On arrive au IXe siècle où la liturgie chrétienne autorise pour la première fois à représenter sur scène, de façon théâtrale, dans des mystères, la crucifixion. Et là, donc, les Juifs sont considérés de deux façons. Soit comme le peuple déicide, à savoir qu'ils ont eux-mêmes crucifié le Christ, soit qu'ils ont conduit à sa crucifixion. Poliakov donc donne l'exemple d'un certain nombre de mystères, que ce soit dans l'Allemagne rhénane, que ce soit en France, évidemment démultipliés par le phénomène des croisades, notamment la première croisade en 1095, prêchée par Urbain II, qui fait des Juifs donc des personnages diaboliques. C'est en fait le XIVe siècle qui, selon Poliakov, va
cristalliser la chose autour vraiment de cette figure du diable qui prend alors, je dirais, une incarnation de chair et d'os. Il devient un personnage noirâtre, noirâtre, avec des griffes, avec des cornes, avec une longue queue velue. Et parce que c'est le siècle qui serait peut-être, dit Poliakoff, d'ailleurs comparable au XXe siècle, à savoir le siècle de toutes les catastrophes et notamment le siècle des épidémies et de la peste. Et là aussi, évidemment, ça nous ramène, nous, à un épisode que Poliakoff n'a pas vécu, mais que nous avons vécu en 2019-2020 à travers la pandémie. Donc, je suis partie de cette idée que j'ai travaillé finalement d'un point de vue philosophique. À savoir que, évidemment, en m'inspirant des travaux des ethnologues, de gens comme Claude Lévi-Strauss ou Françoise Héritier, qui travaillent sur le phénomène de la violence et qui montrent que la définition des individus ou la définition des groupes passe toujours en réalité par une différenciation. Cette différenciation prend très souvent la forme d'un rejet. Or, il y a dans l'antisémitisme, me semble-t-il, des spécificités qui font qu'on ne peut pas, notamment, identifier l'antisémitisme et le racisme. Ça n'est pas la même chose. Alors pourquoi, justement, on ne peut pas identifier l'antisémitisme et le racisme ? Quelles sont les différences ? Le racisme, c'est la haine de celui qui n'appartient pas au même genre ethnique que vous. Il est donc très clairement identifié. Dans le cas de l'antisémitisme, c'est un jeu entre le même et l'autre. Certes, le juif est l'autre, celui qui a des coutumes différentes, celui qui ne prie pas le même Dieu que vous, mais en même temps, le juif, par son histoire diasporique, est également le même. C'est-à-dire celui qui cherche à intégrer les sociétés civiles environnantes. Vous vous souvenez de l'expression de ce principe juridique Dina de Malchuta Dina, donc la loi du royaume est la loi. Et donc, si vous voulez, le juif représente le danger par excellence dans la mesure où il revêt la figure du même alors qu'il est autre. Et donc on va voir, et c'est là où il me semble que le propos de Léon Poliakoff est très éclairant pour nous aujourd'hui, parce qu'il place dans une continuité, ce que je fais également à sa suite, l'antijudaïsme et l'antisémitisme, où on va voir un certain nombre de sociétés réagir par rapport à ce qu'elles sentent être un danger identitaire. C'est le cas par exemple de ce qu'on appelle en Espagne les lois de pureté du sang. En 1391 à Séville, en 1449 à Tolède, l'idée que finalement il faut se méfier du juif et donc il faut restreindre de plus en plus, je dirais, l'identité originelle, l'identité nationale ou l'identité religieuse. Il faut la contraindre dans des limites de plus en plus serrées pour pouvoir en expulser celui qui n'est pas comme vous. L'affaire Dreyfus, dont on parle beaucoup en ce moment, oui, avec le podcast, de Philippe Collin, est un exemple parfait de ce jeu du même et de l'autre. Pourquoi ? Dreyfus est un juif alsacien, il est né à Mulhouse et il a fait le choix en 1870, sa famille fait le choix de rester française. Lui-même fait le choix d'une carrière militaire et il entre dans le Saint des Saints, le premier, dans l'état-major de l'armée. Donc Dreyfus est celui qui pousse le plus loin cette logique de l'identité. Et donc, au moment où cette théorie du complot qui s'est déclenchée bien avant 1894, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qui est mise en scène par Édouard Drummond dans La France juive, puis dans La Libre Parole,
trouve finalement à s'identifier à la figure de celui qui doit être d'autant plus autre qu'il cherche à devenir le même. Oui. Donc voilà la spécificité, si vous voulez, de l'antisémitisme. Elle me semble ancrée finalement dans ce qu'on pourrait appeler un schéma d'anthropologie philosophique. L'antisémitisme existe là où il n'y a pas de juifs. L'antisémitisme est infalsifiable. Vous ne pourrez jamais prouver en tant que juif que vous êtes soit le même, soit l'autre. Vous êtes toujours entre les deux. Et donc, c'est vraiment ce qui fait la singularité de l'antisémitisme. Et à mon avis, le fait qu'il ne disparaîtra jamais, en tout cas en tant que schème anthropologique ou philosophique. Et alors, dans le livre « La nouvelle causalité diabolique », vous partez du drame du 7 octobre, du pogrom du 7 octobre en Israël, et vous étonnez et vous racontez le déferlement antisémite qui a eu lieu pour justement commencer cette réflexion dans le livre. Et ensuite, vous faites le lien, finalement, dans les pas de Dominique Schnapper sur, finalement, le fait que quand on attaque les Juifs, c'est aussi un problème pour la démocratie. Pourquoi ce lien est important ? Pourquoi, finalement, l'attaque des Juifs est aussi, présuppose, et souvent le préquel, quelque part, à l'attaque de la démocratie ? Quel est le lien que vous faites à travers ça ? Eh bien, je crois que, et Dominique Schnapper le rappelle très bien dans l'ensemble de ses études, les Juifs jouent pour la démocratie un rôle de lanceur d'alerte. Dans quel sens ? Dans le sens où, comme vous le disiez, les attaques proférées contre les Juifs sont toujours le signe premier des dangers que court la démocratie. Pourquoi ? Parce que pour des raisons historiques, on a parlé de l'affaire Dreyfus, les Juifs sont, je dirais, ce qu'on pourrait appeler les meilleurs défenseurs, les alliés objectifs de la démocratie. Il y a entre le judaïsme et la démocratie, entre le judaïsme et la République française notamment, vous savez qu'on prie dans les synagogues tous les samedis pour la République française. Mais on prie aussi pour l'armée, comme me l'a rappelé récemment le grand rabbin Chaim Korsia. Il y a une affinité élective. Pourquoi ? Parce que les Juifs sont ceux qui ont su, au moment où la Révolution française leur accordait, le 27 septembre 1791, l'égalité des droits civils, ont su en quelque sorte transporter les valeurs qui étaient celles de la tradition dans la modernité, et notamment dans la modernité politique, en passant alliance avec la démocratie durant tout le XIXe siècle contre la monarchie. Et on sait que la fin du XIXe siècle, précisément autour de l'affaire Dreyfus, a marqué un moment de symbiose particulier. Là encore, on peut renvoyer notamment aux travaux de Vincent Payon. Donc les Juifs, comme lanceurs d'alerte, et on le voit bien, le capitaine Dreyfus, il faut se souvenir que à l'époque, la République est toute neuve, elle est toute jeune, elle n'est pas assurée de durée. L'entre-deux-guerres, Blum, le Front populaire, Xavier Vallat attaquant Blum en raison de sa qualité de juif, Xavier Vallat qui sera le commissaire aux questions juives pendant le gouvernement de Vichy. Évidemment, la période de Vichy elle-même, qui s'en prend aux juifs et en même temps aux institutions républicaines, mais ça continue. Après la guerre, on peut penser au passage de Pierre Mendès France à la présidence du Conseil. Et Mendès France est considéré comme le bradeur de l'Empire. Donc là encore, je veux dire, l'élément hétérogène juif s'en prenant à la nation française. Et je dirais que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que ce que vous racontez dans le livre, c'est aussi justement comment l'ère identitaire dans laquelle nous vivons, ou la synthèse identitaire
pour reprendre les propos de Yascha Mounk, le politologue américain, dans laquelle nous vivons, finalement, a aussi permis ou a engendré plutôt le fait que le juif est devenu l'ennemi commun de toutes les revendications identitaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mouvement-là vers justement le juif comme ennemi commun de toutes les revendications identitaires? Alors ça, c'est un phénomène, je dirais, relativement récent. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est amplifié avec le 7 octobre, ou est-ce qu'il était déjà là Non, je pense qu'il était déjà très présent. C'est ce que j'appelle l'antisémitisme identitaire. À savoir, et on en revient, je dirais, au lien que nous évoquions entre la démocratie ou la République et les Juifs. Je disais, les Juifs sont des lanceurs d'alerte. Il me semble qu'on vit en ce moment un moment de retournement, à savoir que les Juifs ne sont plus les premiers attaqués, c'est la République ou la démocratie qui, dans sa forme politique et philosophique, est attaquée, et je dirais à travers elle seulement les Juifs. Et c'est le fait de ce que j'ai appelé cet antisémitisme identitaire. À savoir que le post-marxisme a, depuis un certain nombre depuis quelques décennies, c'est particulièrement visible évidemment aux États-Unis, mais ça l'est aussi en France, pour des raisons différentes. On reviendra peut-être sur cette spécificité française. Le post-marxisme a substitué progressivement à la lutte des classes, qui s'effilochait puisqu'il n'y avait plus de classe ouvrière, ce qu'on a appelé la lutte des races. Et donc, si vous voulez, les Juifs sont devenus, aux yeux de cette pensée soi-disant progressiste, finalement, la figure, la cristallisation de tout ce que cette pensée rejette, à savoir une société patriarcale, une société de domination masculine, le visage de l'Occident, l'idée que finalement il y aurait la possibilité d'une synthèse entre l'individuel et le collectif, mais aussi, reprenant, je dirais, les poncifs anti-juifs les plus éculés, le fait que les juifs incarnent le capitalisme. Et donc, la forme, c'est quand même très très étonnant aujourd'hui de voir un certain nombre de mouvements, que ce soit le mouvement anti-raciste, que ce soit le féminisme radical, que ce soit le wokisme, qui diffèrent absolument sur tous les éléments, se retrouver sur une seule chose, à savoir que le juif est l'ennemi, et évidemment avec le juif, l'État d'Israël. Et alors, il y a cette opposition que vous racontez dans le livre et qu'on évoque là, c'est cette opposition entre l'identité et l'universalisme. Pourquoi ces mouvements qui finalement nient l'universel et mettent en avant l'identité posent problème à cette notion de judaïsme et de judaïsme intégré dans la démocratie? Le judaïsme, encore une fois, pour des raisons historiques, mais aussi pour des raisons philosophiques, le judaïsme ne peut se vivre que comme un universalisme. Et donc, si vous voulez, tout ce qui assigne finalement, tout ce qui essentialise l'individu à ce qui serait sa condition sexuelle, sa condition sociale, sa condition historique si vous êtes issu d'un peuple colonisé, sa condition économique si vous êtes salarié à travers la critique du capitalisme et de la mondialisation, est en rupture avec l'esprit du judaïsme. Qu'est-ce que c'est que le judaïsme ? Je ne suis pas du tout versée dans les choses de la loi, mais il faut se souvenir qu'au départ, le judaïsme, c'est une forme de séparation entre une transcendance et une immanence, à savoir que, sous quelque forme qu'on veuille l'interpréter, la puissance divine se serait retirée de sa création pour laisser à l'individu son libre arbitre. Le fameux Tzimtzum, quelque part.
Ouais. On peut l'interpréter de façon kabbalistique, on peut l'interpréter de façon plus rationnelle. Mais en tout cas, c'est l'idée que l'individu est maître de son destin. Or, si vous voulez, ces philosophies de l'identité sur lesquelles repose finalement cet antisémitisme identitaire ne font que essentialiser et assigner l'individu finalement à une forme de destin, ce qui est à l'opposé de l'esprit du judaïsme. Par rapport justement aux Juifs comme figure du complot, j'ai l'impression que ça a un petit peu muté, et c'est ce que vous racontez aussi dans le livre, et comment ces mouvements dont vous parlez, ces mouvements identitaires, finalement sont devenus... on fait du Juif un mâle blanc de plus de 50 ans qui serait finalement le bras armé du patriarcat et d'une société dominatrice. C'est ça aussi la nouvelle causalité diabolique ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire l'idée que, si vous voulez, il y a à la fois une continuité de l'antijudaïsme, de l'antisémitisme, et le fait que celui-ci, finalement, épouse les formes de son époque, ça nous ramène d'abord à l'antisionisme. Et ça révèle combien l'antisionisme est en réalité, dans ses philosophies progressistes, un antisémitisme. Je veux dire, on peut... Alors, développer on peut parfaitement critiquer la politique menée par l'État d'Israël, et je veux dire, je m'associerai à un certain nombre de ces critiques sans aucun problème, mais on voit que ce qui se passe, c'est que à travers que l'antisionisme est devenu progressivement un antisémitisme, à savoir que l'État d'Israël a cristallisé à travers son existence même la critique du patriarcat, du colonialisme, du capitalisme, puisqu'il apparaît finalement comme la figure avancée des États-Unis au Moyen-Orient, alors que on pourrait penser que, au contraire, on pourrait considérer l'État d'Israël comme la seule démocratie au Moyen-Orient qui vaudrait quand même la peine qu'on la préserve. C'est quand même très très étonnant de voir, et là, le 7 octobre, je crois, est venu révéler finalement tout ce qui était le fond de cet antisémitisme identitaire. C'est quand même très étonnant de voir qu'à travers cette critique de la politique de l'État d'Israël, c'est l'existence même de l'État d'Israël qui est remise en cause. Ça n'existe pour aucun peuple, ça n'existe pour aucune nation. On n'a pas vu ça pour la Russie de Poutine, on n'a pas vu ça pour la Syrie d'Assad. C'est l'État d'Israël est la seule nation, le seul État dont l'existence puisse être, selon cet antisémitisme identitaire, remise en cause. Oui, il y a quelque chose que vous traitez de manière développée dans le livre et de manière très fine, c'est la façon dont finalement ces philosophies ou ces philosophies identitaires, wokisme et féminisme radical et ainsi de suite, voient dans les mouvements de terroristes, le Hezbollah et le Hamas, une forme de résistance. Comment ce lien se fait-il dans le livre? Justement, à travers ce qui est devenu l'idéologie de ces philosophies qui se disent progressistes. Je veux dire, c'est quand même révoltant de penser que des féministes radicales n'aient pas eu un mot au moment du 7 octobre contre les terroristes qui ont enlevé des femmes, qui ont massacré des femmes enceintes, qui ont pris des otages. On se demande où est le sens de la défense des femmes quand on est face à ce qu'on pourrait nommer un silence assourdissant. Je pense également aux déclarations de Judith Butler, qui, dès 2006, dans des conférences qu'elle avait faites aux États-Unis, traitait le Hamas de mouvement de résistance appartenant à la gauche globale, ce qui serait, ou à la gauche mondiale, disait-elle, ce qui excuserait apparemment toute forme de terrorisme, et qui n'a eu de cesse finalement de répéter ces mêmes mots après l'attaque du 7 octobre. On peut aussi penser d'ailleurs à des
partis politiques bien français comme LFI qui traitent le Hamas de mouvement de résistance. Si le Hamas est un mouvement de résistance, alors on se demande ce que c'est que le terrorisme. Pour vous, cette façon finalement de d'épouser une certaine cause de la part de ces mouvements philosophiques ou politiques, est-ce que c'est aussi la résurgence du juif comme maître du monde qui dirige tout? C'est ça, c'est vraiment cette résurgence de la figure du juif comme grand ordonnateur d'un complot mondial? Oui, c'est exactement les théories du complot. Et encore une fois, ces théories du complot, elles nous ramènent au schème philosophique du même et de l'autre. Le protocole des sages de Sion est apparu, donc ce faux qui a été fabriqué par la police tsariste en 1903 est apparu après l'affaire Dreyfus. C'est exactement ça. Et on le voit réapparaître dans les années 20, on le voit réapparaître dans les discours qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, et on le voit aujourd'hui diffusé sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est peut-être une question un peu naïve, hein, mais comment se fait-il, selon vous, qu'on en est toujours à cette figure du complot, à cette figure du juif comme grand ordonnateur d'un complot mondial, qu'il est à la fois ce que je crois que c'est Delphine Orwiller qui disait ça dans son livre sur réflexion sur la question antisémite, qui disait finalement on reproche aux juifs le fait d'avoir ce qu'on n'a pas et en même temps de n'être pas assez quelque part. Donc comment ça se fait que finalement cette figure-là du juif grand ordonnateur d'un complot demeure aujourd'hui encore en 2025 actuelle? Alors, je ne suis pas psychanalyste, mais je pense qu'on peut revenir à ce que nous disions sur la démocratie. À savoir que la démocratie est aujourd'hui affaiblie parce que nous l'avons habillée d'habits trop grands pour elle, à savoir que nous attendons trop de la démocratie. Et surtout, nous en attendons des choses que nous ne devrions pas lui demander. Par exemple, nous avons confondu depuis les années 1940 l'État-providence et la démocratie. La démocratie, ça n'est pas l'État-providence. Or, vous voyez bien qu'en période de crise économique, et on pourrait dire que la crise a commencé au milieu des années 1970 et qu'évidemment, elle n'a fait que s'accentuer depuis, finalement, qu'est-ce qui nous anime? Ce qui nous anime, c'est du ressentiment. C'est du ressentiment à l'égard de ce collectif, à l'égard de ce régime dont nous attendons trop, mais dont nous estimons qu'il ne nous donne jamais assez. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que cette théorie du complot? Cette théorie du complot, c'est une manière de répondre à une blessure narcissique, je pense, à savoir que si nous ne vivons pas la vie à laquelle nous estimons avoir droit, si nous ne réalisons pas nos rêves, et nous savons que nous sommes dans une société non seulement de consommation, mais de réseaux sociaux qui flattent, je dirais, ces tendances, mais qui flattent aussi ces passions mauvaises, eh bien, c'est de la faute de la démocratie. Ça n'est jamais nous qui sommes en cause. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce que proposent les théories du complot? Elles proposent de trouver un coupable. Et donc de répondre de façon parfaitement primaire, à laquelle, évidemment, nous n'avons aucun mal à adhérer, à ce ressentiment. Et donc, le coupable idéal, eh bien, c'est le juif, parce que, encore une fois, le juif n'est ni le même ni l'autre. Il peut prendre absolument toutes les formes. Il est comme le diable. Vous ne pouvez jamais le saisir. Est-ce que c'est une spécificité française? On a parlé en France de la construction d'un juif du silence. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une spécificité française? Ou est-ce que pour vous, c'est quelque chose que finalement on peut dupliquer dans d'autres pays du monde? Alors, ce schéma, je dirais, du ressentiment vaut pour l'ensemble des démocraties aujourd'hui, hein, et on le voit bien d'ailleurs, c'est là-dessus que fleurissent les populismes. Qu'est-ce que c'est que les populismes? Les populistes, ce sont des gens qui tiennent en fait un discours très simpliste, à savoir qu'il y a une cause aux difficultés économiques et sociales que nous rencontrons, et que cette cause, elle désigne un coupable. C'est-à-dire, c'est le fameux « eux et nous ».
C'est ça, eux. Oui, c'est ça. C'est l'explication. C'est en fait, si vous voulez, un jeu sur la désorientation qui est celle des opinions et qu'on peut comprendre dans la mesure où nous sommes dans un monde complexe et qu'il est difficile d'appréhender, évidemment dans son ensemble. Nous ne sommes pas assez informés, nous ne sommes pas assez sachants peut-être, ou voilà. Et donc, si vous voulez, dans ce monde complexe, on trouve des explications simples. Je vous renvoie au discours d'investiture de Trump il y a quelques jours. Voilà, qui est l'incarnation même, je dirais, de la théorie du complot. Mais on trouve la même chose à l'autre extrémité du globe, quand Vladimir Poutine traite les Ukrainiens de nazis. Alors, il y a quand même des spécificités françaises, à mon avis. Et ces spécificités françaises, je dirais qu'elles tiennent en 2 points. Le premier point, c'est l'histoire et ce passé qui ne passe pas, le fait que nous ne parvenions pas à intégrer dans notre paysage intellectuel et dans notre paysage politique la période de Vichy. Et la deuxième chose... Vous diriez qu'on n'a pas assez travaillé de manière collective, républicaine, autour de cette question de Vichy ? Alors, je crois que c'est une question très, très complexe. On a travaillé. Les historiens ont fait un travail énorme. Je pense récemment, Laurent Joly vient encore de sortir un très beau livre sur les historiens. Et nous parlions de Poliakov en commençant cette émission. Eh bien, Poliakov est l'un de ceux qui, en 1945, a monté le Centre de documentation juive contemporaine qui documentait précisément ce qui s'était passé au moment de la Shoah. Je pense à Joseph Billig, je pense à Raymond Aron aussi qui a travaillé là-dessus, je pense à Agnès Yevorka, à Laurent Joly. Donc nous avons travaillé, les historiens ont travaillé. En revanche, je crois que nous n'avons pas su intégrer, nous n'avons pas su créer ce que j'appellerais une philosophie de la Shoah, une pensée de la Shoah. Et c'est quelque chose que le grand écrivain hongrois Imre Kertész dit très bien quand il dit l'Holocauste comme culture. Qu'est-ce que c'est que cette culture de l'Holocauste ? Ça veut dire qu'il nous faut assumer ce qui s'est passé, il nous faut reconnaître ce qui s'est passé précisément pour éviter que ça ne revienne. Et donc, si vous voulez, il ne s'agit pas seulement d'en faire l'histoire, mais il s'agit de le transmettre et de le transmettre comme un savoir vivant. Et c'est vraiment une question qui se pose aujourd'hui où on voit les derniers témoins disparaître et je crois que c'est la tâche qui revient à notre génération, c'est-à-dire en faire un savoir politique. La deuxième spécificité de la France, c'est d'avoir 2 extrêmes. D'avoir une extrême droite, dont on sait la familiarité qu'elle a avec l'antisémitisme, et d'avoir une extrême gauche qui finalement aujourd'hui, sous la figure de Jean-Luc Mélenchon et de LFI, n'a rien à envier de ce point de vue-là à l'extrême droite. Alors, tout à l'heure, au moment dans la discussion, on parlait d'Édouard Drummond, de la France juive, de la façon dont, même au moment de l'affaire Dreyfus, la parole antisémite était pratiquement un langage commun. Hein. On sait que Jaurès a eu aussi des mots antisémites dans certains de ses écrits. Enfin, disons que c'était un langage commun. Est-ce que vous diriez que la libération de la parole à laquelle on assiste aujourd'hui, elle est aussi violente qu'à cette époque-là ? Parce que même pendant le Front populaire, c'était le juif Salingro, le juif Blum. Enfin, il y avait vraiment une attaque vraiment identitaire sur ce qu'ils étaient. On a l'impression aujourd'hui que la libération de la parole, elle est un petit peu plus diffuse. Nous, on le voit bien à Conspiracy Watch aujourd'hui, sur la façon dont on peut être antisémite sans l'être, entre guillemets, c'est-à-dire d'employer des mots comme les khazars, comme les dragons célestes, comme tout un tas d'expressions. Comment vous analysez cette libération de la parole aujourd'hui ? Est-ce que vous diriez qu'elle est aussi violente, même si on n'est pas là pour faire des classifications, ou est-ce que finalement, elle a pris d'autres formes qui sont peut-être plus dangereuses ? Et qui participent de la nouvelle causalité diabolique. Justement. Je pense que vous répondriez mieux à la question sans doute que moi. Il me semble que, si vous voulez, c'est au moins aussi violent dans la mesure où l'usage de la langue s'est transformé. À savoir que cet usage de la langue, il revient maintenant à délégitimer
celui que vous anathémisez, si je puis dire. Et c'est d'autant plus dangereux que nous savons évidemment que les réseaux sociaux jouent de cette antagonisation de la société, à savoir que ceux auxquels vous vous opposez, ceux que vous désignez à la vindicte populaire, ne sont plus des adversaires, comme on pourrait dire en politique, mais sont des ennemis, véritablement. C'est-à-dire que finalement, cette assignation à laquelle aboutissent les philosophies identitaires, encore une fois, qui soi-disant se disent progressistes et en réalité réalisent tout le contraire, cette assignation devient aujourd'hui une arme qui tue. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans ces philosophies identitaires et dans la spécificité même de la France et du judaïsme, le fait que finalement le judaïsme n'est pas seulement une religion, c'est aussi une philosophie de la vie, une philosophie de l'existence quelque part. Est-ce que finalement c'est aussi ça qui entraîne cette nouvelle causalité diabolique et notamment cette façon qu'ont ces philosophies identitaires de remettre en question la position des Juifs dans la société? Oui, et c'est exactement, me semble-t-il, le fondement qui fait que c'est la République, c'est la démocratie qui est d'abord attaquée, précisément pour des raisons universalistes, puis les Juifs comme figure de cette République. L'idée, par exemple, que les Juifs seraient hors de l'histoire, qui est une idée qui est donc véhiculée, bâtie par ces pensées progressistes, à savoir que finalement, les Juifs, en tant qu'universalistes, en tant que colonialistes, en tant que défenseurs des valeurs patriarcales, ne comprendraient pas, seraient intrinsèquement étranger, on pourrait dire, au soi-disant mouvement progressiste de l'histoire dont ces pensées se réclament et qu'elles disent incarner. Donc si vous voulez, quand on en arrive finalement à la construction de ce schéma historique, voilà, il n'y a plus rien à dire parce qu'il n'y a plus d'échange même possible. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement le discours progressiste en France, parce que j'ai l'impression que c'est quand même c'est mondial, mais il y a quand même une spécificité peut-être française dans le discours de mouvements progressistes par rapport à la question des Juifs et de l'antisémitisme. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement le discours de ces mouvements progressistes soit uniquement celui-ci et qu'il n'y ait pas un autre récit qui ait émergé? Est-ce qu'il y a eu un manque de discours à un moment donné de la part des théoriciens, des philosophes, des économistes, enfin de tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Alors, d'abord, il y a un autre discours, je pense évidemment aux figures tutélaires d'Alain Finkielkraut ou de Bernard-Henri Lévy, mais il y a aussi des philosophes non juifs qui réfléchissent à ces questions-là. Je pense par exemple à la dénonciation par Marc Crépon de ce qu'il appelle le piège identitaire. Mais en France, on a une chance et un malheur, on a des intellectuels. On a des intellectuels et ces intellectuels, eh bien, ils ont une histoire. Et donc, on comprend la spécificité française de l'antisémitisme et même de l'antisionisme devenu antisémitisme si on repasse par cette histoire. Cette histoire, je l'ai dit, c'est celle de la France et elle commence évidemment dans la difficulté pour nous de reconnaître l'épisode de Vichy. Et dans cette mythologie construite à la fois par le général de Gaulle et par le Parti communiste, d'une opposition, d'une France résistante et d'une opposition entre deux adversaires, mais qui seraient tous les deux, je dirais, du côté de la liberté. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Au début des années 60, il y a eu un mouvement philosophique d'ensemble qu'on peut désigner, qu'on désigne d'habitude par l'idée de la pensée de la déconstruction. Et, avec Michel Foucault, Jacques Derrida. Enfin, avec Jacques Derrida, avec Gilles Deleuze. Et donc, cette nouvelle génération de philosophes a tenté d'évacuer en quelque sorte ce qui lui semblait être le schéma philosophique qui avait mené à l'acceptation des régimes autoritaires, des régimes totalitaires, à savoir la philosophie de l'histoire hegelienne. Il y a donc eu une déconstruction, ce qu'on appelle une déconstruction du sujet, une déconstruction de l'individu à travers la philosophie, à travers la psychanalyse, à travers l'ethnologie, etc.
Or, le juif a tenu, je dirais, dans ce paysage intellectuel philosophique, une place très particulière. Parce que le juif était la victime par excellence, la victime de la Shoah. Mais en même temps, il était évidemment le rappel permanent de la faute originelle de la pensée. Et donc, si on voulait sortir de ce cadre, il fallait progressivement, je dirais, désincarner le juif, c'est-à-dire le déshabiller de tous les traits historiques, matériels, rituels qui le constituaient, pour en faire un motif philosophique. C'est ce qui s'est passé dans les années 1960. Au début des années 1970, les schémas qui participaient de cette philosophie, qui alimentaient cette philosophie, que ce soit le marxisme, le tiers-mondisme, ont révélé ce qui est plus que leur faille, je veux dire, se sont effondrés. Et donc, n'est plus resté que ce récit d'une victime qui était une victime désincarnée, et donc cette figure désincarnée, cette sorte de fantôme, on lui a redonné une matérialité. Et pour moi, si vous voulez, le tournant, ce sont les attentats de Munich de 1972, les Jeux Olympiques, donc la mort de 11 athlètes et de la délégation israélienne, au moment où plutôt que de dénoncer ce geste, un certain nombre d'intellectuels français ont trouvé la possibilité d'une inversion du discours, à savoir de faire des anciennes victimes, les juifs, des bourreaux, et ont découvert de nouvelles victimes dans la personne des Palestiniens. À partir de là, cette figure désincarnée du juif a été évacuée et on l'a remplacée par la cause palestinienne. Et puis, c'est devenu progressivement non seulement un motif philosophique, mais un motif politique à travers l'évolution, on le sait, de la politique de la France au Moyen-Orient et l'établissement d'une politique pro-arabe à partir de la guerre des 6 jours. Et donc, si vous voulez, il y a eu une sorte d'identification. Je dirais que la gauche... la gauche philosophique et théorique s'est refait une santé sur le dos des Juifs et à travers l'élaboration d'une philosophie compassionnelle, l'idée d'une victime universelle que sont devenus les Palestiniens, qui lui a permis petit à petit, je dirais, de traiter également de problèmes politiques intérieurs comme la politique de l'immigration. Et donc, on arrive avec la seconde intifada au début des années 2000 et l'idée que finalement les Israéliens et les Juifs qui forment désormais une même entité sont du côté du mal et que les Palestiniens et les immigrés qui sont une émanation des Palestiniens sont du côté du bien. Je dirais que d'une certaine façon, ce ne serait pas grave si cette euphémisation du discours n'avait pas eu des conséquences politiques. Mais c'est le fait que ça a permis finalement à l'ensemble des intellectuels, sauf, j'ai dit, quelques exceptions, et à l'ensemble de la classe politique, de ne pas traiter d'un point de vue politique, de ne pas prendre pied dans la réalité. Et donc on se trouve aujourd'hui avec ce problème de l'islam fondamentaliste comme un problème majeur que nous n'avons même pas les outils intellectuels pour traiter. La seconde spécificité française, c'est évidemment, je dis, cette rencontre sur le thème de l'antisémitisme de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Et ça, est-ce que c'est pas finalement quelque chose d'ancien ? On a souvent parlé de la théorie du fer à cheval ou des rouges-bruns. Est-ce que finalement cette rencontre de l'extrême droite et de l'extrême gauche autour de la question de l'antisémitisme, voire du racisme de manière plus large, est-ce que finalement c'est pas vieux comme la politique quelque part ? Alors, quelle est la spécificité d'aujourd'hui ? Il y a une spécificité qui est dans la délégitimation de la démocratie. C'est-à-dire, encore une fois, et ça, vous avez aussi travaillé plus profondément
plus profondément que moi le sujet, à savoir, si vous voulez, cette théorie du complot, le fait que la démocratie ne serait plus le régime du collectif. Mais serait uniquement, je dirais, un régime politique confisqué par une oligarchie. Et on retrouve évidemment le discours contre les élites qui vient alimenter toute cette représentation politique. Alors, et ce qui est nouveau aussi, et encore une fois, vous en êtes beaucoup plus spécialiste que moi, c'est le rôle des réseaux sociaux. Ouais. Et par rapport justement à cette figure des élites, nous on voit souvent Claude Schwab, Georges Soros, qui sont toujours finalement des figures presque totémiques de la complosphère, de ce qu'on observe nous à Conspiracy Watch. Pour vous, elles sont aussi nourries par un antisémitisme historique ? Oui, bien sûr, parce que on le voit du côté du discours de l'extrême droite comme de l'extrême gauche, et même de gens qui ne se réclament d'aucun de ces deux partis, le RN ou LFI. Je veux dire, l'idée finalement que le pouvoir économique et politique est confisqué à l'usage d'une caste qui ne se met qui utilise ce pouvoir au profit de la volonté de l'établissement d'un pouvoir qui serait un pouvoir planétaire. Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Essayons de nous projeter un peu dans la lutte contre cette nouvelle causalité diabolique, dans la lutte contre l'antisémitisme. Finalement, selon vous, de tous les travaux que vous avez menés, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui permettre de mieux lutter contre l'antisémitisme, de mieux lutter contre finalement cette libération de la parole ? Est-ce que vous avez des pistes, des éléments de réflexion qui pourraient finalement nourrir ensuite plus une politique collective, de politique publique ? Alors j'aurais une première proposition, c'est que Conspiracy Watch devienne une cause nationale. Ça, c'est une proposition que je signe dès demain. Voilà. En attendant, je pense qu'il ne faut rien céder sur le plan de la démocratie. Je pense qu'il faut repenser, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'événement de la Shoah comme une arme politique, c'est-à-dire en assumer les conséquences aujourd'hui, l'intégrer dans notre histoire nationale, mais aussi dans notre histoire politique. Qu'est-ce que c'est, juste, excusez-moi, je vous interromps, mais en intégrer les conséquences, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire savoir que ça s'est passé, c'est-à-dire que nous avons été capables de ce type de conduite politique et en tirer les conséquences sur le plan évidemment éducatif et sur le plan politique. C'est ce que disait Hannah Arendt quand elle fait ce grand livre en 1951, Les origines du totalitarisme. Il ne s'agit pas du tout pour elle de faire un livre d'histoire, ce que les gens n'ont pas compris à l'époque. Mais il s'agit de dire, voilà, il y a des éléments, et ces éléments, ils peuvent à un moment cristalliser, et cette cristallisation peut aboutir à une nouvelle forme de totalitarisme. Je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes là. C'est-à-dire que nous sommes en présence d'éléments, et ces éléments peuvent s'organiser en constellations, peuvent cristalliser pour donner une nouvelle forme de totalitarisme. Lutter contre ça, c'est ce que je proposais dans un précédent livre, Sagesse du politique, le fait de revenir à une démocratie existentielle, c'est-à-dire à une démocratie quotidienne, à une démocratie minuscule. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce que l'un et l'autre, nous préférons discuter plutôt que de nous taper dessus. Si M. Mélenchon est encore en France, alors qu'on fait remarquer qu'avec la chute du mur de Berlin ou avec maintenant les lignes d'aviation, il pourrait très bien être en Chine, c'est qu'il doit quand même trouver quelques avantages à la France. Donc, je dis ça sous forme de boutade, mais ça n'en est pas une. Expliquer aux gens que ce qu'ils considèrent comme étant des faiblesses de la démocratie sont en réalité ses forces, à savoir le temps long du débat,
à savoir le compromis, à savoir la possibilité même de changer d'avis. Si vous faites le film de votre vie, si je fais celui de la mienne, je sais très bien qu'il y a des moments où j'ai pris conseil, il y a des moments où j'ai changé d'avis, il y a des moments où je suis revenue en arrière. C'est un luxe. Eh bien, c'est un luxe que permet la démocratie. C'est interdit par les régimes autoritaires. Et je crois que en notre fort intérieur, chacun de nous, nous le savons particulièrement bien. Donc, expliquer aux gens, je crois de façon la plus claire possible, ce qu'est la démocratie, ce qu'elle peut donner, ce qu'il ne faut pas en attendre. La démocratie n'est pas un régime d'exception, mais est-ce que vous préférez avoir vécu la période du Covid comme nous l'avons vécu en France? Et je pense à toutes les accusations qui ont été portées contre le gouvernement pour des coups d'État sanitaires, ou comme l'ont vécu les Chinois. Peut-être que le gouvernement a plus ou moins bien su appliquer les décisions nécessaires. Je ne suis pas scientifique, je ne me prononcerai pas sur ce plan. En tout cas, je préfère ne pas avoir été murée dans mon appartement et ne pas être morte de faim pour éviter que l'épidémie ne se transmette et répondre au slogan de Covid-0. Donc, si vous voulez, ce sont des choses parfaitement triviales, mais je crois que nous comprenons très bien. Alors, en préparant cette émission et puis en discutant avant l'émission, on a fait référence à cette phrase de Manuel Valls qui peut être un bon pompier de conclusion. Il disait que la France sans les Juifs, c'était pas vraiment la France. Est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, que la France sans les Juifs ne serait pas vraiment la France? Je crois que c'est de la part de Manuel Valls que je salue comme un grand homme politique et un grand homme de gauche, alors qu'il est tout à fait vilipendé aujourd'hui. À la fois une conception de la France et une conception des Juifs. Une conception de la France qui est, je dirais, à l'opposé de la France que veut bien nous décrire Éric Zemmour, qui serait une France d'une pureté nationale totalement fantasmatique, ou Marine Le Pen, c'est-à-dire une France qui s'est construite de façon ouverte, une France qui s'est construite à travers des réussites, mais aussi des échecs et à travers des régressions. Et c'est à cette, évidemment, ces régressions que je pense quand je dis qu'il nous faut assumer politiquement le régime de Vichy et faire de la Shoah une arme, mais c'est aussi évidemment une conception du rôle des Juifs dans cette France où ils sont établis depuis avant les Gallo-Romains, et évidemment en tant que historienne spécialiste de l'émergence des sciences humaines au XIXe siècle, je ne peux pas ne pas y être sensible, car je pense à cette poignée de juifs qui ont fait les sciences humaines en France, les sciences religieuses, l'histoire, l'anthropologie, la linguistique. Je pourrais citer des dizaines de noms. Je pense aussi à ce patriotisme qui évidemment est une caractéristique des Juifs en mémoire de la Révolution française, et encore une fois qui est un patriotisme qui vibre jusqu'à aujourd'hui dans les différentes communautés qui forment ce judaïsme français, et puis ce républicanisme, c'est-à-dire que je pense que Manuel Valls se réclamait effectivement de ces grandes figures qu'ont été Léon Blum ou Pierre Mendès France. Dernière petite question. Dans le livre, vous évoquez ce roman de Romain Gary, La danse de Gengis Khan, où il imagine un ancien SS habité par un fantôme du juif, le fameux Dybbuk. Est-ce que quelque part, ce que vous disiez par rapport à notre est-ce qu'on n'a pas assez travaillé justement sur la question de la Shoah et sur la philosophie de la Shoah et sur l'expression de la Shoah, est-ce que finalement on a une forme de Dybbuk qui nous habite, nous, dans cette non-acceptation politique de ce qui s'est passé?
Oui, c'était évidemment un fantôme ou un dibouk, pour le dire comme en yiddish, qui nous habite. Je terminerai volontiers cette émission, et je suis heureuse que vous le fassiez, sur la figure de Romain Gary. Romain Gary, vous savez, signe un autre roman, son premier vraiment grand roman, alors qu'il est aviateur dans la Résistance, et donc il écrit sur des petits bouts de papier qu'il confie à ses amis avant de partir chaque fois en mission, qui est Éducation européenne. Et à un moment dans ce roman qui décrit donc la résistance polonaise dans les forêts d'Europe de l'Est, il dit finalement rien ne meurt d'important que les hommes et les papillons. Alors c'est une façon de dire aussi que le monde, ça n'est pas seulement des atrocités, ça n'est pas seulement le mal. Évidemment, c'est embêtant que nous mourions, mais c'est aussi embêtant que les papillons disparaissent, non pas pour des questions écologiques, mais je crois dans le regard de Gary, parce qu'ils sont la beauté, la légèreté du monde. Eh bien, merci Perrine Simon-Naoum d'être venue dans cette émission. Donc, je rappelle le titre de votre livre, La nouvelle causalité diabolique, la démocratie à l'épreuve de l'antisémitisme, qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une autre émission des Déconspirateurs, qui a été, comme à chaque fois, réalisée par Martin Béraud. Au revoir. Merci à vous.